Histoire d'en dire plus. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on parle d'un grand film, un film français que j'aime beaucoup, vous l'aurez reconnu à la musique, de Jean-Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Alors, le fameux fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'est un film franco-allemand, faut le savoir, c'est une coproduction franco-allemande de Jean-Pierre Jeunet, le fameux Jean-Pierre Jeunet, que j'aborderai dans mes podcasts bientôt. Je vais reprendre à peu près tous ces films qui sont marquants, Délicatessen, La Cité des Enfants Perdus, etc., etc. Donc Amélie Poulain est sortie en 2001. C'est une comédie romantique écrite par Jean-Pierre Jeunet et Guillaume Laurent, avec Audrey Tautou dans le rôle titre. Ce film a été directement inspiré d'un fait de la vie de l'écrivain Michel Foucault. Le film est une représentation originale et parfois idéalisée de la vie contemporaine à Paris, dans le quartier de Montmartre. Il s'agit d'un des plus gros succès commerciaux mondiaux pour un film français. Le film reçoit de très nombreuses récompenses, ainsi que de multiples nominations, dont 13 au César et 5 aux Oscars. En 2002, il obtient 4 Césars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Et oui. Donc notre plus grosse récompense française a récompensé ce film du meilleur film et du meilleur réalisateur. Donc la présentation générale, conçue le 3 septembre 1973 à 18h28 32 secondes, de la fécondation d'un ovocyte de Madame Amandine Poulain, née Fouet, par un spermatozoïde de Monsieur Raphaël Poulain. Amélie Poulain est une petite fille qui passe son enfance à Enghien-les-Bains. Enghien-les-Bains. Excusez-moi pour le bruit. Donc, comme acteurs principaux, on a Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Laurella Cravotta, Serge Merlin, on a aussi Jamel, on a d'autres acteurs que je vais citer plus après quand on verra le casting plus en détail. On va commencer par le synopsis détaillé. Amélie Poulain grandit isolée des autres enfants car son père, docteur taciturne, lui diagnostique à tort une maladie cardiaque. Son père ne la touchait jamais en dehors des examens médicaux, d'où l'emballement de son pouls lorsqu'il le mesurait. Sa mère, tout aussi névrosée que son père, est inhibée et meurt alors qu'Amélie est encore jeune, heurtée accidentellement par une touriste québécoise qui avait résolu de se suicider en se jetant du haut de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Son père se renferme alors davantage et dévoue sa vie à la construction maniaque d'un mausolée consacré à sa défunte épouse. Livrée à elle-même, Amélie développe une imagination étonnamment riche. Devenue une jeune femme, Amélie est serveuse dans un petit café de Montmartre, le Café des Deux Moulins, tenu par une ancienne artiste de cirque et fréquenté par des employés et des clients hauts en couleur. À 23 ans,
Amélie mène une vie simple, ayant abandonné toute relation sentimentale après des tentatives ratées. Elle prend goût à des plaisirs simples, comme faire craquer la crème brûlée avec une cuillère, faire des ricochets sur le canal Saint-Martin, mettre sa main dans un sac de grains, essayer de deviner combien de couples parisiens ont un orgasme à chaque instant. 15, chuchote-t-elle à la caméra. Elle laisse libre cours à son imagination. Sa vie bascule la nuit de la mort de la princesse Diana, le 31 août 1997, dans un enchaînement de circonstances suivant le choc de l'annonce. Elle découvre, derrière une plainte décellée de la salle de bain, une vieille boîte métallique de bergamote de Nancy, des bonbons, de la confiserie Lefebvre-Georges, remplie de souvenirs cachés par un garçon qui vivait dans son appartement 40 ans avant elle. Fascinée par sa découverte, elle se met à la recherche de la personne, maintenant adulte, qui avait placé la boîte afin de la lui rendre, tout en établissant un marché avec elle-même. Si elle le retrouve et le rend heureux, elle consacrera sa vie à aider les autres, sinon tant pis. Après quelques erreurs et un minutieux travail de détective, aidé par le reclus Raymond Dufayel, un peintre surnommé l'homme de verre, à cause d'une ostéogenèse imparfaite, comme dans Glace et dans Incassable. Elle met la main sur l'identité de l'ancien occupant des lieux, place la boîte dans une cabine téléphonique et fait sonner le téléphone pour attirer cet homme alors qu'il passe à proximité. Et lorsqu'il ouvre la boîte, il subit une révélation. Tous ses souvenirs oubliés d'enfance lui reviennent soudain à la mémoire. Elle le suit de loin, jusque dans un bar, et il l'observe sans se découvrir. En voyant les effets positifs sur lui, elle décide de répandre le bien dans la vie des autres. Amélie devient alors une sorte d'entremetteuse secrète, ange gardienne. Elle persuade son père de réaliser son rêve de faire le tour du monde, avec l'aide d'un nain de jardin et d'une amie hôtesse de l'air. Elle met également son grain de sel dans la vie des gens qu'elle côtoie au travail. D'ailleurs, elle s'arrange pour que 2 d'entre eux tombent amoureux, Georgette, l'hypocondriaque, et Joseph, un homme particulièrement jaloux. Elle rédige aussi un faux courrier à l'intention de sa concierge, terriblement dépressive depuis la mort de son mari, courrier prétendument écrit par le mari et qui aurait été égaré il y a 40 ans par la poste. Tandis qu'elle venge Lucien des vexations continuelles, Lucien c'est Jamel Debbouze, que lui fait subir son patron, Monsieur Collignon. Mais alors qu'elle s'occupe des autres, personne ne s'occupe d'elle. En aidant les autres à obtenir le bonheur, elle se met face à sa propre vie solitaire, s'identifiant à Mère Teresa, et ses relations chaotiques avec Nino Quincampoix, qui était, enfant, le souffre-douleur de ses camarades d'école, et maintenant un jeune employé de sex shop décalé qui collectionne les photos d'identité jetées sous les cabines photomatons, et dont elle est tombée amoureuse. Bien qu'elle intrigue avec diverses méthodes détournées pour le séduire, notamment une sorte de chasse au trésor pour récupérer un de ses albums photos perdus, elle reste terriblement timide et se sent systématiquement incapable de l'approcher. Elle doit recevoir les conseils de Raymond pour comprendre que l'on peut poursuivre son bonheur tout en s'assurant de celui de ses amis et voisins. Voilà comment je résumerai le film. Et il faut le voir. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un sacrilège. Ce film, il représente la France pour beaucoup, beaucoup de gens dans le monde entier. Si vous parlez d'un film français à un étranger, il vous dira Amélie Poulain. Vous allez le voir, on va l'apprendre dans plusieurs langues. Amélie Poulain.
En allemand, par exemple, c'est Die Verbalte Welter der Amélie. Comme c'est une coproduction franco-allemande, on commence par le titre en allemand. On va voir qu'il était distribué à l'international. Donc, la musique, on retrouve Yann Tiersen, dont je vous ai mis un extrait. À la direction artistique, Mathieu Junot et Volker Schaffer. Au costume, Madeleine Fontaine. À la photographie, magnifique, Bruno Delbonnel. Le son est superbe aussi, Vincent Arnady, Guillaume Le Riche, Franck Maître. Au montage, on a Hervé Schneid. Une production Claudie Ossard et Arne Mirkom van Hamden. Coproduction Bastian Gries et Helmut Breur. Le budget de 11 710 000 $. C'est tourné en couleur Dubois Color. C'est un format inventé par les Français de chez Dubois. Noir et blanc 35 mm de 39e, un cinémascope. Son DTS, son Dolby Digital. C'est en couleur, hein, mais il y a des parties en noir et blanc. C'est pour ça que c'est précisé comme ça. La durée, elle est de 122 minutes, donc il fait 2h02. Il est sorti en France le 25 avril 2001 et au Québec le 20 août 2001. J'ai pas la date de sortie aux États-Unis, mais c'est beaucoup plus tard. Il est classé tout public, à peu près partout. Audrey Tautou, il joue Amélie Poulain, Mathieu Kassovitz, Nino Quincampoix. Rufus joue Raphaël Poulain, le père d'Amélie. Lorella Cravota, Amandine Poulain, la mère d'Amélie. Lorella Cravota, qu'on connaît dans beaucoup de films aussi, qu'on a vu, qui est connu. Serge Merlin, Raymond Dufayel, le peintre. Jamel Debbouze, Lucien, l'employé de Collignon. Clotilde Mollet, Gina, la serveuse. Claire Morier, Suzanne, la patronne. Notre chère Isabelle Nanty, qui joue Georgette, la préposée à la vente du tabac et au ticket de jeu. Et on a Dominique Pinon, évidemment, comme dans quasiment tous les films de Jeunet, qui joue Joseph, l'ex-amant jaloux de Gina. On a Yolande Moreau, qui joue Madeleine Wallace, la concierge. On a Michel Robin. On a Armel, qui joue Philomène, l'hôtesse de l'air, amie d'Amélie. André Dusselier, qui fait le narrateur, qui a une place très importante dans le film, donc il faut le citer. Frédéric Mitterrand, qui fait une voix off à la télévision aussi. Tiki Olgado, qui apparaît en photo dans le film. Voilà pour les apparitions et les caméos de stars. Le tournage se déroule du 2 mars au 7 juillet 2000 à Paris et en studio à Cologne. La bande originale du film est composée par Yann Tiersen, à l'exception des titres Guilty et Si tu n'étais pas là. Donc Si tu n'étais pas là, c'est un vieux film. C'est un vieux film. C'est une vieille musique que l'on ne trouve pas d'ailleurs sur l'album. Moi, j'ai le double album qui comprend Si tu n'étais pas là. C'est une vieille chanson des années 30. Ah, si tu n'étais pas là. Un peu, vous voyez, le genre. Voilà. La moitié des chansons n'ont pas été composées pour le film et proviennent de ses albums précédents. L'album rencontre un grand succès, s'écoulant à plus d'1 million d'exemplaires. L'album reçoit plusieurs récompenses, notamment un César de la meilleure bande originale en 2002. Le film a globalement été très bien accueilli par la critique. Il recueille plus de 90% de critiques positives avec un score moyen de 8.1 sur 10 sur une base de 172 critiques sur Rotten Tomatoes, ce qui est un excellent score. En 2008, le magazine Empire l'a classé à la 196e place dans sa liste des 500 meilleurs films de tous les temps, ce qui n'est pas rien non plus.
Parce que des films, il y en a plus de 500 quand même. Hein. On est fiers d'avoir ce film. C'est un des seuls films français, je crois. Je connais pas la liste de Empire. Le personnage d'Amélie a aussi été classé 45 meilleurs personnages de cinéma dans l'histoire par ce même magazine. En France, la revue de presse d'Allociné, qui se base sur les critiques des principaux journaux et magazines français, attribue au film une note de 4,3 sur 5. Le journal du dimanche parle d'un petit bijou qui met la tête et le cœur en joie. Le Parisien estime que le mot chef-d'œuvre reprend tout son sens. Première en demande pour le plaisir des yeux, pour rêver qu'on va changer de vie. Positif met en avant une esthétisation du moindre plan et une composition minutieuse du décor. Le Monde évoque une débauche de moyens et de talents qui aurait pu conduire à l'indigestion s'il n'y avait pas un vrai mystère, un espace pour l'imagination et le rêve. Toutefois, certaines critiques, comme Serge Kagangsti des Incorruptibles, l'ont attaqué pour sa représentation irréaliste et pittoresque de la société française contemporaine dans un univers de cartes postales d'une France d'autrefois, avec très peu de minorités ethniques, ce qu'il considère comme être une forme de lépénisme latent. Alors, le lépénisme, c'est de Monsieur Le Pen, hein, quand je dis ça. Alors que Paris est une ville cosmopolite et que Montmartre, où se situe l'action, touche Barbès, quartier métissé, Barbès-Rochechouart, très peu d'immigrés sont visibles dans le film. Si le réalisateur a créé une vision idyllique d'un Paris parfait, il semble qu'il ait trouvé nécessaire de faire disparaître toute trace de personnes de couleur pour y parvenir, ont jugé les critiques. L'Humanité, de son côté, évoque une bluette au style publicitaire dans un Montmartre de cartes postales. D'autres, comme David Castelnau et Guillaume Bigot, ont estimé que ces critiques étaient injustifiées et qu'il s'agissait plutôt de la bien-pensance libérale libertaire qui ne pouvait que rejeter la vision bienveillante et crédible des petites gens. Jean-Pierre Jeunet répondit à ces critiques en rappelant que Jamel Debbouze, qui joue le rôle de Lucien, est d'origine nord-africaine. Le film est sélectionné dans le New York Times dans les 1000 meilleurs films jamais réalisés. Encore un classement. Il est considéré aussi dans les 50 meilleures comédies romantiques de tous les temps par la revue Rolling Stones. Encore une référence. Et il figure à la 106e place du top 250 de l'IMDb, du site IMDb, classé sur le vote du public, avec une note moyenne de 8,2 sur 10. En France, il fait plus de 23 115 000 entrées. Deuxième plus gros succès international d'un film français en langue française depuis qu'Unifrance collecte les données en 1994. Derrière Intouchable, et qu'il a battu après, avec ses près de 31 millions d'entrées dans le monde, hors France, au 21 janvier 2013, film toujours en exploitation à travers le monde à cette date. Et si on y ajoute les 8 636 000 entrées réalisées en France, le film totalise 32 405 000 entrées dans le monde entier, soit le 5e plus grand succès en nombre d'entrées en France d'un film français, tel que ce soit sa langue de tournage, depuis qu'Unifrance collecte les données en 1994, après Intouchable, premier avec plus de 51 millions d'entrées, près de 19,5 en France et 31 millions dans le monde, en mars 2013. Il y a le film Taken 2 aussi qui a fait 51 millions d'entrées. Et le 5e élément, 43 millions d'entrées. Taken, 33 millions d'entrées. Bon, tout ça, voilà, c'est des films, des productions françaises, mais avec des acteurs
américain, donc ça reste un très bon score pour le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Jean-Pierre Jeunet raconte dans les commentaires DVD que l'idée de l'album photo, des photos d'identité jetées, lui vient de l'auteur français Michel Folco, qui avait tenu un tel album. Le droit à la propriété intellectuelle en France a empêché Jeunet d'utiliser le dit album, ce qui l'a contraint à embaucher des figurants et des personnes du tournage pour être pris dans ces clichés. Le personnage d'Amélie Poulain est librement inspiré du personnage principal du court-métrage Lucille et le photomaton de 1993 de Sébastien Nuzzo, qui partage la même intrigue autour des photomatons. Jean-Pierre Jeunet s'est aussi inspiré du court-métrage Agathe Tricotte en 1998 de Catherine Lecoq pour l'intrigue du nain de jardin globe-trotter. Jeunet avait à l'origine écrit le rôle d'Amélie pour l'actrice britannique Emily Watson, dont il avait adoré l'interprétation dans Breaking the Waves. Dans le script original, le père d'Amélie est un Britannique vivant à Londres. Cependant, le français d'Emily Watson se révéla insuffisant pour ce film, et à cause d'un emploi du temps incompatible avec le tournage de Gosford Park, Jeunet réécrivit le script pour une actrice française. C'est en voyant l'affiche de Vénus Beauté Institut que Jeunet eut envie de faire des essais à Audrey Tautou pour le rôle d'Amélie. Jeunet assure avoir été convaincu au bout de 3 secondes, tout en précisant « J'adore ça » que pendant le casting, on ressent ce frisson de l'évidence. J'ai alors commencé le casting en France. Émilie est devenue Amélie. Vanessa Paradis a refusé le rôle. Puis un jour, je suis passé devant l'affiche de Vénus Beauté. J'ai découvert Audrey Tautou, avec tous ses grands yeux sombres, un éclat d'innocence. C'était une évidence. Au départ, Jean-Pierre Jeunet avait pensé au comédien Jacques Thébault, jadis voix française de Steve McQueen, pour faire le narrateur. Mais le timbre de ce dernier ayant trop vieilli avec les années, Jeunet porte finalement son choix sur André Dussolier, qui a une très belle voix off, à milieu de moi. Le film ne fut pas sélectionné au Festival de Cannes. L'absence d'Amélie Poulain souleva une controverse à cause de l'accueil enthousiaste du public et des médias français en comparaison. Un précédent film de Jeunet, La Cité des enfants perdus, avait reçu un accueil plutôt mauvais à Cannes. Gilles Jacob, le président du festival, jugea le film inintéressant, bien qu'il ne vût qu'une version incomplète, notamment sans musique d'accompagnement. Un autre film avec Audrey Tautou, Le battement d'ailes du papillon de Laura Firod, sorti l'année précédente, s'est vendu en Corée et en Russie sous le titre d'Amélie 2. Le film n'ayant aucun rapport avec l'original, il s'agissait d'une simple stratégie marketing de la part des distributeurs locaux. Devant la façade de la gare du Nord, le narrateur André Dussolier dit « Amélie arrive au photomaton de la gare de l'Est ». Le mot « Nord » sur la façade a été remplacé numériquement par « Est ». Le 14 janvier 2023, Jean-Pierre Jeunet poste sur sa chaîne YouTube le court-métrage La véritable histoire d'Amélie Poulain. Le film démontre qu'Amélie Poulain est un agent du KGB. Ça, je ne l'ai pas vu encore. Une représentation télévisée de la chanteuse de gospel à la guitare Rosetta Sarp, interprétant Up Above My Head, sont présents dans le film. Donc, les différents titres du film en plusieurs langues. Alors, on l'a dit en anglais, Die fabelhafte Welt der Amélie. En anglais, Amélie, ou Amélie from Montmartre. Ça dépend si c'est l'Angleterre ou les États-Unis. En arabe, c'est Amélie, Hamli. Je ne sais pas si je le dis bien.
En bulgare, Neverostoyonadma Sadbana Amélie Poulen. En chinois, l'ange Amélie, avec les caractères amour, bobo. En catalan, Amélie. En coréen, Amélie. En croate, Amélie. En espagnol, Amélie. En espéranto, la Fabella Destino de Amélie Poulain. En finnois, Amélie. En gallois, je ne saurais pas le prononcer. Dans les autres langues non plus, mais c'est souvent Amélie, tout court, qui ressort le plus. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film très original, qui a tout pour plaire. Une photo magnifique, une colorisation bien à elle, qui a été copiée et recopiée après. Ça a été appelé le style Amélie Poulain. Cette colorisation un peu verte, un peu teintée, désaturée, très colorisée, sursaturée sur certaines couleurs et désat sur d'autres. Un film vraiment hors du temps, qui peut se regarder, re-regarder avec plaisir. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter ce podcast. Je vous dis à très vite. Et on finit avec un autre titre d'Amélie. C'est parti.